Dans cet épisode, nous allons jeter un coup d'œil au showdown du Rocky Mountain, opposant les orques contre les démons du chaos. La liste est en goff. En nos slots, nous avons un nob en Smasha Squig, avec la relique Edwopa Killshopa, et le trait de seigneur de guerre Might is Right. En QG, nous avons le boss Zaxtruk, ainsi que Gaskultraka en seigneur de guerre de l'armée avec son trait Proper Killy. Via le stratagème héroïque support, un warboss en warbike que l'on connaît tous, avec la relique d'Aquila Claw et le trait brutal but cunning. Enfin, pour finir avec les QG, nous avons un World Boys avec les pouvoirs Warpass et Fist of Gork. Pour ce qui est des troupes, nous avons une unité de D-Boys et 3 unités de D-Gretchen. Du côté des élites, nous avons une unité de D-Burna Boys, améliorée en Zap Crumpaz, ainsi que 2 unités de commando, une unité de 10 avec leur Bomb Squig et une plus petite de 5. En attaque rapide, nous avons une unité de 3 Squigog Boys et leur Bomb Squig, ainsi que 3 unités de D-Storm Boys et 2 unités de Warbiker avec la Power Claw sur le nob. En soutien, nous avons un Battle Wagon avec l'Art Case, le Death Rolla et il est amélioré en Fortress on Wheel. Pour ce qui est de la liste démons, nous avons en QG un Bloodthirster, un buveur de sang, qui sera le seigneur de guerre de l'armée, avec la relique Argas the King of Blade, améliorée en Indomitable Onslaught, et avec le trait Devastating Blow. Puis nous avons Keros Fate Weaver, et un Torment Bringer en Hellflyer, avec le pouvoir Hysterical Frenzy et la relique Slothful Claws. Pour ce qui est des troupes, nous avons 2 unités de Bloodletter en icône et instrument, et nous aurons la même chose avec 2 unités de D-Démonette en icône et instrument. Pour ce qui est des élites, nous avons 2 unités de 5 flammeurs, en attaque rapide 2 unités de 5 flèches ondes, et on finira avec un détachement super lourd auxiliaire pour 2 Wardog exécutionneurs en iconoclaste Dreadblade avec Worthy Offering. Pour commencer, nous avons une véritable tempête. 2 armées qui adhèrent fortement à la mêlée s'affrontent sur ce qui est peut-être la mission qui favorise le mieux cette méthode. The Scoring. Des objectifs centraux étouffants, un objectif primaire basé sur l'action, et 2 armées qui ne cherchent qu'à se rentrer dedans. Alors, comment cela se passe-t-il ? Le démon apporte le combo de plus en plus populaire avec des démons et des wardogs. Il dispose d'un énorme Bloodthirster sous Indomitable Onslaught, pouvant ignorer les capacités de Facecape grâce à son trait de seigneur de guerre, c'est-à-dire de capacités limitant le nombre de points de vie perdus par phase. Très pratique en cas de match miroir, ou parfait pour gérer Gaskull. Il y a des choix d'infanterie que l'on connaît bien, les démonettes et les bloodletters, ainsi que de solides flammeurs et fleshhound pour un maximum de contrôle du champ de bataille. Keros fait tout simplement de la magie et l'inclusion du Torment Bringer permettant d'améliorer l'impact des démonettes, en plus de frapper étonnamment fort grâce à sa relique Slothful Claws. Les démons ont la capacité de se rapprocher rapidement, d'apparaître sur le champ de bataille et de créer des problèmes. L'absence de bel accord réduit légèrement les options de mobilité, mais les wardogs peuvent rester en arrière pour sécuriser les objectifs et faire feu, ce qui libère tout le reste de l'armée. Face à eux se trouve une horde de goffs qui, voyant la pression exercée par les démons, leur met encore plus de pression. Durant la partie, le démon a détruit le transport des goffs, ce qui a réduit sa mobilité, bien que l'énorme quantité de commandos, de Storm Boys et Warbiker, Warboss compris, puissent toujours se projeter. Mais cela rend le scoring secondaire, comme Greentide et Get the Good Beats, moins performant. Gaz apporte un petit jeu de monstres qui nécessite une gestion prudente, à cause du Bloodthirster pouvant le découper en une seule phase. Et je peux imaginer que cet affrontement a été spectaculairement sanglant. En ce qui concerne le résultat dans ce match, les orques ont tellement d'unités d'infanterie endurance 5 avec lesquelles jouer, qu'il est difficile de voir les forces du chaos être capables de les détruire à temps. Et la vitesse des Storm Boys leur donne un moyen d'atteindre les wardogs. À partir de là, c'est assez compliqué de réduire la pression continue de l'orque. Ceci, combiné à l'étroitesse du positionnement des objectifs sur le scénario et la rapidité avec laquelle les démons perdront leurs unités de scoring, ils ne pourront plus marquer aussi facilement leurs points sur le secondaire Reality Rebels, ce qui devrait signifier la défaite des démons. Comme convenu, les peaux vertes l'emportent avec le poids du nombre 92 à 70. Comme nous l'avons vu lors du showdown, il s'agit d'une version très lourde en infanterie, comme sont les listes de pression goff, qui remplacent les transports pour une couverture et un punch plus important. Ces listes font parler d'elles en ce moment et l'utilité en secondaire de cette liste est encore plus grande que celle des listes utilisant des killrigs. Bravo pour avoir piloté cette liste jusqu'à la première place. À la seconde place, nous avons les Space Wolf. Pour commencer, nous sommes en Space Wolf successeur avec les traits de chapitre Born Heroes et Whirlwind of Rage. En QG, nous avons un capitaine à moto, amélioré en maître de chapitre, équipé d'un fuseur et marteau tonnerre.
avec la relique Armure de Russ et les traits de Seigneur de guerre Rite of War et la saga du chasseur. Ce sera bien entendu le Seigneur de guerre de l'armée. Pour les troupes, 2 unités de 5 infiltrateurs en gantelet Helix. Du côté des élites, nous avons un judiciaire, 3 unités de Wolfguard équipées de jump pack avec 4 griffes, un marteau et 5 combifuseurs. Ensuite, nous avons 3 unités de 5 Wolfen équipées de 4 marteaux et de Stormfrag. Même avec une CT5+, on peut gratter 1 ou 2 points de vie à l'adversaire durant la phase de tir. Mais c'est surtout parce qu'ils sont devenus gratuits, donc pourquoi pas. En attaque rapide, nous avons 2 unités de 6 Skyclaw, 2 fuseurs sur 2 Skyclaw, un fuseur et gantelet énergétique sur le Pack Leader Skyclaw, et un combifuseur et marteau tonnerre sur le Wolfguard Pack Leader. On a aussi une petite unité d'un Cyberwolf. Enfin, du côté des soutiens, nous avons 3 unités de Longfang, 2 unités de 7 et une unité de 6. Les 2 unités de 7, la première est équipée de 5 lance-missiles, la seconde de 5 canons laser. Quant à la troisième petite unité, nous avons 4 canons à graviton. Chaque pack leader est équipé d'un combifuseur et un gantelet énergétique, et les 3 unités sont accompagnées d'un Wolfguard Terminator en bouclier, marteau et missile cyclone. Celui de l'unité en canon laser a la relique Arme de Maître permettant d'avoir soit un marteau dégâts 4, mais je pense plutôt qu'il est utilisé sur le missile cyclone, soit pour avoir 2 tirs de dégâts D6+1 ou le mode à fragmentation pour 2 D6 tirs de force 4, dégâts 2. Les Space Wolves ont été l'un des grands gagnants sur les changements en points des Space Marines, gagnant beaucoup d'options d'équipements gratuits pour maximiser leur potentiel et leurs menaces. Cette liste met en évidence la gamme d'outils auxquels il peut accéder, avec une masse de Longfang dotée d'une grande puissance de feu et l'option d'augmenter l'efficacité grâce à Kinsense. Le drop pod n'est pas utilisé car l'Imperium n'a pas encore trouvé de solution pour qu'un Wolfguard Terminator puisse rentrer dedans. Mais on peut imaginer une utilisation des réserves stratégiques dans le plan de jeu afin d'en tirer le meilleur parti. En tant que successeur, on a bien sûr les 6 explosifs. Les Skyclaw font un travail formidable, mais n'oubliez pas qu'ils ne peuvent pas avoir la charge berserk lorsque l'on joue successeur, et chaque sergent étant un mini-personnage au cœur de l'escouade. La liste dispose d'un large contrôle sur la phase de combat grâce à l'armure de Russ et au judiciaire, ce qui lui permet de bloquer plusieurs unités et de les détruire sans aucune réponse possible pour renverser le cours de la bataille en un instant. Les Wolfguard en fuseur et les Wolfen garantissent à la liste d'avoir de nombreuses options pour déborder l'adversaire en combat, et qu'il ne puisse revenir dans la partie, sans devoir compromettre plusieurs de ses unités pour en éliminer plusieurs d'un seul coup. Une construction très efficace. Excellent travail. À la 3e place, nous avons l'Empire Tau. Pour commencer, nous sommes en 7 Tau. En nos slots, nous avons une unité de 4 Croûte Hand et un Croûte Shaper avec la relique Advanced de M-Scrambler. Pour les QG, nous avons un Commander Colstar et le trait Précision of the Hunter, ainsi que la relique Oneiger Gauntlet. Pour le reste, il est équipé de 2 Shield Drones, un Output Burst Cannon, 2 Plasma Rifle et le prototype lance-flamme Thermonutronic Projector. Bien sûr, ce sera le seigneur de guerre de l'armée. Ensuite, nous avons un Éthéré avec le trait Exemplar of the Koyan, et pour ce qui est des invocations, nous avons Zephyr Grace et Wisdom of the Guide. Enfin, pour finir avec cette catégorie, nous avons Long Strike en double accélérateur Burst Cannon et 2 missiles Seeker. En troupe, une unité de 10 Breacher, une unité de 10 Croûte Carnivore et 2 unités de Strike Team. Du côté des élites, nous avons une Ghost Kill et une unité de 3 Steels en Burst Cannon et un Fusion Blaster sur le Chavre. En attaque rapide, nous avons une seconde unité de 4 Croûte Hand, une unité de 10 Icefinder dont 3 Rail Rifle et 2 unités d'un Piranha, le premier en Fusion Blaster et le second en Burst Cannon. Pour ce qui est des soutiens, nous avons une Riptide équipée de 2 Plasma Rifle et un Ion Accelerator. Nous avons un volant, le Sunshark Bomber, en transport un Devilfish, et pour la fortification, car nous sommes sur un format US et qu'ils autorisent celle-ci, nous avons une Tidewall Gunrig. Cette liste est intéressante. Pas d'unité Crisis, comme quoi on peut construire une liste performante sans elle. Elle a un large éventail d'outils et d'unités dynamiques différentes. Elle semble conçue pour maximiser les secondaires de factions et de missions avec beaucoup de figurines mobiles, pour prévoir, potentiellement, Behind Enemy Line avec les Piranhas et une Ghost Kill pour ancrer l'arrière du champ de bataille et faire feu. Abandonner les dégâts bruts des Crisis est une décision peu commune, mais augmente l'étendue des options de jeu. S'ils sont bien utilisés, ils peuvent présenter un plus grand nombre de difficultés à l'adversaire, en particulier avec une bonne utilisation des réserves stratégiques pour les Strike Teams, afin de valider plus facilement le secondaire Aerospace Targeting Relay. La fortification Tidewall semble utile pour protéger certaines unités à l'intérieur et sans sacrifier leur capacité de tir. Félicitations pour cette 3e place. À la 4e place, nous avons les démons du chaos. Nous avons couvert la plupart des points importants dans le showdown. Cette liste peut appliquer beaucoup de pression, mais utilise des outils de mobilité et un peu de tir. Pour jouer un jeu beaucoup plus polyvalent que certaines variantes de démons. Ce qu'il y a surtout à retenir, c'est l'utilisation d'un Bloodthirster qui ignore les face caps, afin d'avoir l'avantage dans des match-up miroirs. Je pense qu'il resterait intéressant de jouer Be'lakor, afin d'ouvrir l'utilisation de sa discipline psychique pour accentuer la projection des unités et obtenir des relances afin de fiabiliser l'impact des unités de l'armée. La liste reste en soi excellente. Bravo
Bravo pour cette place dans le top. Passons maintenant au best of the rest. En 5e place, nous avons Jamie Beaton en Dark Angel. 6e place, Kerstetter en Tsinch Demon. 7e place, Joel Davis en Craftworld, Ultway. 8e place, Travis Armstrong en Adeptus Custodes Solar Watch. 9e place, Calvin Smith en World Eater et Dreadblade, donc Chaos Knight. 10e place, Jeffrey Stenkist en Death Guard. En 11e place, Ben Jurek en Orc Goff. 12e place, Kyle Lamperez en Iron Hands. 13e place, Stephen Burke en Dark Angel avec un mix Ravenwing Deathwing. Et 14e place, Russell Tassin en Black Legion.